Bonjour à tous, voici le dernier diaporama du thème 1 sur le milieu intérieur. Ce diaporama sera plus court. Nous allons aborder les mécanismes de transport des molécules lors des échanges entre les différents compartiments liquidiens, des liquides intracellulaires et des liquides extracellulaires. C'est donc le grand 5 de ce chapitre. Ces notions seront abordées lors des travaux pratiques et lors des travaux dirigés de cette thématique. Voyons donc les localisations des échanges des molécules entre les compartiments, ainsi que les mécanismes qui régissent ces échanges de molécules. Il faut déjà bien visualiser où se réalisent les échanges de molécules entre les compartiments. Dans tous les cas, les molécules échangées sont soit de l'eau, soit des ions, soit des molécules organiques comme le glucose ou les acides aminés. Alors ces échanges se produisent, comme le montre le schéma, soit entre le sang et la lymphe interstitielle, c'est ce qui est écrit en petit 1. Donc ces échanges se font à travers les cellules de la paroi des capillaires sanguins. La deuxième localisation des échanges se trouve donc entre la lymphe interstitielle et les liquides intracellulaires. Ces échanges se réalisent à travers la membrane plasmique des cellules des tissus, ce qui est matérialisé par la flèche numéro 2 sur le schéma. Enfin, des échanges se réalisent entre la lymphe interstitielle et la lymphe endiguée, ce qui est indiqué en petit 3. Je vous renvoie au schéma bilan de la partie 2, grand 2, du dernier diaporama pour revoir les fonctions de ces échanges, je n'y reviendrai pas. Les échanges se réalisent donc soit à travers la paroi des vaisseaux lymphatiques ou vaisseaux sanguins, soit à travers la membrane plasmique. Alors pour simplifier, par la suite, nous envisagerons uniquement les échanges à travers la membrane plasmique des cellules et dans une moindre mesure ceux à travers la paroi des vaisseaux sanguins. Alors à travers cette membrane plasmique, deux types de transports de molécules sont réalisés, soit des transports passifs, soit des transports actifs. Alors les transports actifs, ce sont des transports qui sont spontanés. Les molécules sont transportées sans avoir besoin d'énergie. Alors que les transports actifs, ce sont des transports de molécules qui nécessitent de l'énergie, car ils ne sont pas spontanés. Alors on a déjà vu un transport actif avec la pompe NAK. Si vous vous souvenez, dans le deuxième diaporama, la pompe NAK va utiliser l'énergie de l'ATP pour expulser le Na+ hors de la cellule et faire rentrer le K+. Ces transports ne sont pas spontanés et la pompe doit donc utiliser de l'énergie pour réaliser ces transports qui maintiennent un état de déséquilibre des concentrations des ions de part et d'autre de la membrane. En effet, le déséquilibre n'est pas naturel, n'est pas spontané. Il faut utiliser de l'énergie pour maintenir ce déséquilibre. On dira donc qu'elle réalise un transport actif. Alors toutes les molécules, sauf l'eau, peuvent être transportées soit de manière active, soit de manière passive, ce que nous allons détailler par la suite. Ce transport, actif ou passif, est pris en charge par des protéines qui sont situées sur la membrane plasmique et qui vont assurer donc le passage des molécules dans un sens ou dans l'autre. Nous allons donc tout d'abord étudier les échanges passifs de molécules en commençant par les échanges d'eau. Alors je vous rappelle que la cellule est délimitée par une membrane plasmique de nature lipidique hydrophobe. Hydrophobe, cela veut dire qu'elle n'aime pas l'eau. Donc les molécules d'eau ont du mal à traverser cette membrane lipidique. Cependant, elles y parviennent de deux manières. Soit déjà par diffusion simple, c'est-à-dire sans l'aide d'autres molécules, ce qui est représenté par la flèche noire sur le schéma. Même si les molécules d'eau n'aiment pas les lipides, elles sont de petite taille et malgré leur lipophobicité, elles arrivent à franchir la bicouche de lipides car elles sont de petite taille. Donc on va parler de diffusion simple pour dire que c'est un mouvement qui se fait par agitation moléculaire, donc ça c'est pour parler de la diffusion, et sans l'aide de protéines de la membrane, donc ça c'est pour le terme simple. Donc on parle de diffusion simple. L'eau peut également utiliser ce que j'appelle des tunnels, c'est-à-dire des pores creusés dans la membrane. On parle alors de diffusion facilitée grâce à une protéine qui forme un pore. Et cette diffusion est plus rapide que la diffusion simple. Alors ces pores sont situés dans la membrane plasmique, ils sont représentés par les points verts sur le schéma au centre, et sont de deux types. Donc à gauche, soit il s'agit d'un pore spécialisé dans le passage de l'eau.
On parle alors d'aquaporine. Et seules les molécules d'eau arrivent à passer à travers ce tunnel. À droite, vous voyez qu'il existe d'autres types de pores. Il s'agit de pores qui laissent passer les ions, mais également l'eau qui entoure, qui solvate les ions. On parle alors de canaux ioniques. Donc sur le schéma, à droite, les ions sont en bleu et l'eau est en rouge. Et vous voyez donc que les ions sont entourés de molécules d'eau qui arrivent du coup à franchir ce pore autour de l'ion. Nous avons donc vu que l'eau peut passer à travers la membrane, soit par diffusion simple, soit par diffusion facilitée à travers des pores. Mais du coup, quelles sont les forces qui régissent le sens du déplacement de l'eau? Comment savoir si l'eau sort de la cellule, du vaisseau sanguin ou y entre? Alors, l'eau se déplace d'un compartiment à l'autre sous l'effet de deux forces. La première force, c'est l'osmose. Alors, ne notez pas pour le moment, nous allons l'expliquer. Donc, vous avez un schéma sur la droite représentant deux milieux délimités par une membrane semi-perméable dans un tube en U. Alors, une membrane semi-perméable, c'est une membrane qui est perméable à l'eau uniquement et qui ne laisse pas passer les solutés. Le milieu à gauche contient une grande concentration en particules dissoutes, représentées en rouge. Il a donc ce qu'on appelle une grande osmolarité. L'osmolarité, de manière simple, ça désigne la concentration de molécules qui sont dissociées au total dans une solution. On prend donc en compte tous les ions dissociés, toutes les molécules dissoutes dans l'eau. Et ces particules dissoutes dans l'eau sont appelées les osmoles. Donc le milieu à gauche contient une forte osmolarité à T égale 0. Le milieu à droite, lui, contient une osmolarité beaucoup plus faible. Si vous voyez, les particules sont beaucoup moins concentrées. Si on laisse évoluer le système spontanément, donc sans énergie, donc c'est bien un transport passif, on constate que l'eau se déplace vers le milieu à gauche où l'osmolarité était la plus forte. Et vous constatez qu'à la fin de l'expérience, les deux milieux ont la même concentration en particules osmotiques, donc en osmoles. On dit qu'ils sont iso-osmotiques. Et ce transport passif d'eau, qu'on appelle l'osmose, permet d'atteindre l'équilibre des osmolarités entre les deux compartiments. On parle donc d'osmose pour désigner ce flux passif d'eau qui permet d'atteindre l'équilibre. Donc nous pouvons noter, pour résumer, que si deux compartiments ont des osmolarités différentes, l'eau va diffuser du compartiment où l'osmolarité est la plus faible vers le milieu où l'osmolarité est la plus forte, afin de diluer les osmoles de ce compartiment final, ce qui va permettre de rétablir l'iso-osmolarité. Finalement, les transports passifs permettent d'atteindre un état d'équilibre. Et donc c'est valable pour les transports passifs d'eau. Alors revenons sur une définition plus mathématique et chimique de l'osmolarité. L'osmolarité désigne le nombre de particules chimiques après dissociation dans un litre de solution. Ça, c'est la définition plus chimique. Donc l'osmolarité d'une solution simple, avec une seule molécule chimique, se calcule de la manière suivante. L'osmolarité, qui est exprimée en milliosmoles ou en osmoles par litre, est égale au nombre d'osmoles, qui est exprimé en osmoles, fois la concentration molaire, qui est exprimée en moles par litre ou en millimoles par litre. Alors prenons des exemples pour éclaircir cela. Les molécules organiques, comme le glucose, qui vous est représenté sur le schéma, ou les protéines, sont des molécules composées d'atomes de C, de H et de O. Ce sont donc des molécules avec des liaisons covalentes. Les atomes ne se séparent pas les uns des autres lors de leur mise en solution. Ce sont des liaisons stables. Ainsi, si vous introduisez une molécule de glucose dans une solution, elle restera sous forme d'une seule molécule de glucose et on dit qu'elle formera donc une seule osmole, une seule particule. Ainsi, si initialement, avant éventuelle dissociation, vous avez une solution de glucose à 1 mol par litre, par la suite, cela fera une solution à 1 osmole par litre de glucose, puisqu'il n'y a pas de dissociation. La concentration molaire est égale à l'osmolarité. Le raisonnement serait identique pour une protéine. Par contre, si vous prenez une solution avec un édifice ionique, par exemple le NaCl, ce qui est représenté en dessous, le NaCl se dissocie en ion Na+, et en ion Cl-, et forme donc deux types de particules en solution, soit 2 osmoles. Ainsi, l'osmolarité de cette solution est donc égale à 2 osmoles fois 1 mol par litre, si on part d'une solution d'1 mol par litre, soit 2 osmoles par litre.
Autrement dit, l'osmolarité est 2 fois plus élevée que la concentration molaire, puisqu'il y a 2 fois plus de particules dissociées en solution que d'édifices ioniques non dissociés. Alors pour bien comprendre cela, il faut avoir à l'esprit la différence entre une liaison ionique et une liaison covalente. Une liaison ionique implique un transfert d'électrons d'un atome à un autre. Un composé ionique ou édifice ionique peut être obtenu à la suite d'une liaison ionique. Il forme des ions dissociés et solvatés en solution par rupture de cette liaison ionique qui est une liaison relativement faible. A l'inverse, la liaison covalente implique un partage d'électrons entre 2 atomes. Elle ne peut se rompre en solution, car cette liaison est forte. Les atomes ne se dissocient pas en solution. Ainsi, le CO2 reste sous forme de CO2 lorsqu'il est dissous et ne forme pas un atome de carbone séparé de 2 atomes d'oxygène. Attention, vous faites souvent cette erreur dans les exercices. Ainsi, une solution à 1 mol par litre de CO2 formera une solution à 1 osmole par litre de CO2 après dissolution. Avant de continuer, je tiens à préciser par souci de rigueur que cette vision de l'osmolarité est un peu simplifiée, tout comme les calculs. Vous complexifierez ces notions plus tard dans votre cursus universitaire. Revenons à un contexte un peu plus physiologique et à l'osmolarité des liquides intracellulaires et des liquides extracellulaires. Ne notez pas pour le moment et regardez ce document. Alors sur le graphe, vous voyez que si l'on calcule l'osmolarité du milieu intérieur, donc des LEC, en additionnant toutes les particules dissoutes dans le sang ou la lymphe, on trouve une valeur d'environ 290 milliosmoles par litre. Alors les particules dissoutes, ils sont essentiellement le Na+, le Cl- et les ions hydrogénocarbonates. Par ailleurs, si l'on calcule l'osmolarité du milieu intracellulaire, donc des LIC, en additionnant toutes les particules dissoutes dans le cytoplasme, on trouve une valeur d'environ 290 milliosmoles par litre également. Par contre, les particules dissoutes, ils sont essentiellement les ions K+, les ions Mg2+, et les ions phosphates, ainsi que les protéines. Donc même si la composition chimique est différente, les LIC et les LEC ont la même osmolarité totale, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre total de particules en solution par litre de solution. On dit que les LIC et les LEC sont iso-osmotiques, ce qui fait que l'eau est à l'équilibre dans les conditions normales entre les LIC et les LEC. Il y a autant d'eau qui rentre et autant d'eau qui sort de la cellule par les mouvements d'osmose. Ceci évite donc que les cellules éclatent. S'il y avait trop d'eau qui rentrerait, les cellules éclateraient par une augmentation importante de son volume, comme la membrane plasmique n'est pas extensible à l'extrême. Et ceci évite également leur plasmolyse, c'est-à-dire une diminution de leur volume cytoplasmique en cas de perte excessive d'eau. Nous avons donc déjà vu une première force qui est l'osmose, qui est à l'origine de déplacements d'eau sous l'effet de différentes osmolarités entre 2 compartiments. Au niveau des vaisseaux sanguins, l'eau se déplace sous l'effet combiné de l'osmose, mais aussi d'une autre force, ou pression pour être plus précise, appelée la pression hydrostatique, qui est générée par l'activité du cœur. Alors l'eau située dans les capillaires sanguins, donc qui sont des petits vaisseaux relativement perméables à l'eau, est mise sous pression par le cœur qui propulse le sang dans l'ensemble des vaisseaux. Et si les vaisseaux sont perméables à l'eau, ce qui est le cas au niveau de certains capillaires sanguins, l'eau a donc tendance à sortir des vaisseaux comme lors d'une fuite dans un tuyau d'arrosage. C'est cette pression qui est à l'origine d'une perte d'eau du sang vers la lymphe interstitielle dont nous avons parlé précédemment, notamment en parlant des œdèmes. Alors ce mécanisme est parfois placé dans les transports actifs car elle nécessite l'activité de la pompe cardiaque qui est coûteuse en énergie pour l'organisme. Cependant, cela se fait spontanément au niveau des vaisseaux, c'est pour ça que je parle de transport passif. Voici donc les 2 principales forces qui régissent les flux d'eau passifs entre compartiments, l'osmose et la pression hydrostatique. Alors pour terminer, nous allons envisager les transports de solutés, donc ça peut être des ions ou des molécules organiques. Le TP permettra de bien travailler cette notion. Alors ces transports se réalisent soit de manière passive, on parle alors de diffusion, soit de manière active. Alors on parle de transport passif lorsque les solutés se déplacent dans le sens des concentrations décroissantes des molécules échangées.
Alors précisons que cette définition est juste pour les molécules non chargées, mais c'est un peu simplifié pour les molécules chargées, vous verrez ça plus tard au cours de vos études. À terme, si l'on laisse le système évoluer, cela aboutit à un équilibre des concentrations du soluté de part et d'autre de la membrane. Les concentrations vont être égales. Alors ce transport se fait soit directement à travers la bicouche de lipides qui forment la membrane, qui sont des molécules hydrophobes. On parle donc de diffusion simple. Donc c'est le cas par exemple des lipides qui peuvent passer sans transporteur à travers les lipides qui forment la membrane. Alors les cellules par exemple ont besoin de lipides pour leur métabolisme et donc elles échangent des lipides à travers leur membrane. Ça peut se faire également à travers des protéines membranaires. Et ces protéines membranaires sont essentielles pour transporter des molécules hydrophiles qui n'arrivent pas à passer la barrière de lipides. Des grosses molécules hydrophiles, par exemple comme le glucose, le saccharose, ne peuvent pas passer toutes seules à travers la membrane de lipides. Elles ont besoin de molécules sur la membrane qu'on appelle des transporteurs. Et ces molécules transporteurs arrivent à réaliser ce qu'on appelle une diffusion facilitée. Elles transportent les molécules dans le sens des concentrations décroissantes, donc c'est bien une diffusion, et elles facilitent ce passage, donc on parle de diffusion facilitée. Alors le schéma à droite vous illustre les deux types de protéines membranaires enchâssées dans la membrane lipidique. Donc vous avez des protéines qui réalisent un port à travers la membrane. Ce sont ce qu'on appelle les protéines canales. Donc on a déjà parlé des canaux ioniques, c'est tout à fait ce type de protéines. Et puis vous avez d'autres types de protéines qui font ce qu'on appelle un flip-flop, qui sont représentées en jaune sur le schéma. Alors ces protéines flip-flop, elles captent la molécule, donc qui est représentée en vert, du côté extracellulaire ou d'un des côtés, par exemple en haut ici, et elles se retournent dans la membrane pour la libérer dans le milieu intracellulaire ou vers le bas sur ce schéma. Donc on dit qu'elle fait un flip-flop. Elle ne délimite pas un port à l'intérieur de la membrane de lipides. Alors sur ce schéma, pour bien comprendre, les lipides ils sont représentés en bleu, ils représentent donc la membrane plasmique, et la molécule qui est transportée est représentée en vert. Et donc vous voyez qu'elle est plus concentrée vers le haut que vers le bas. Donc si la molécule de la membrane, le transporteur, fait passer la molécule du haut vers le bas, alors c'est qu'elle réalise un transport passif. Alors d'autres molécules, d'autres protéines membranaires sont capables de réaliser des transports actifs de soluté. Alors les transports actifs, comme c'est écrit, se réalisent dans le sens des concentrations croissantes des molécules échangées. Et la protéine transportrice utilise de l'énergie pour transporter la molécule vers le compartiment où elle est le plus concentrée. Alors sur ce schéma, ces protéines sont représentées en orange foncé et rouge. Et elles utilisent l'énergie, qui est représentée par la flèche jaune, pour transporter le soluté vert vers le haut, où celui-ci est déjà plus concentré. Donc ceci s'oppose au transport naturel du soluté vers le bas, qui se fait sans énergie. Donc il s'agit d'un transport actif, puisque ça s'oppose à l'évolution naturelle du système, vers un état d'équilibre. Donc vous travaillerez plus en détail ces notions en cours de biologie cellulaire. Je veux juste que vous ayez l'idée qu'il y a deux types de transports, des transports passifs qui sont naturels, qui se font dans le sens des concentrations décroissantes, et des transports actifs qui sont non naturels, qui nécessitent de l'énergie et qui se font dans le sens des concentrations croissantes. Alors pour bien terminer ce diaporama et cette partie, je vous conseille de faire le petit quiz suivant. Attention, il y a des mots pièges qui sont proposés dans le menu déroulant. Bien, le cours sur le milieu intérieur est terminé. Je vous rappelle que vous devrez réaliser le quiz en ligne sur Moodle avant le travail dirigé de la thématique. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.